corps et âme pour faire de la lutte contre le tabac ce qui est devenu au Sénégal. Mais surtout pour deux personnes. Madame le professeur Awa Marie Coll Seck et Monsieur le Président de la République. Je vais vous dire pourquoi. En avril 2012, la lutte contre le tabac s'était arrêtée sous la forme d'un projet de loi qui était resté dans des tiroirs. Avec l'aide de la représentante de l'OMS, Madame le ministre de la Santé a pris en main le problème et ça a abouti à ce que vous avez vu au mois de mars 2014. Je vais également associer à cette prière, bien sûr, le Président de la République, parce que je sais, et de façon précise, qu'à un moment donné, il a dit, le tabac ou la santé, je choisis la santé. Et cela a abouti à cette loi que vous connaissez et que vous avez vue. Donc pour toutes ces personnes-là, bien sûr, pour toutes les femmes, adultes et enfants malades, victimes du tabac, je vous demande d'observer une petite minute de prière assis. Merci beaucoup. Pendant cette minute, 9 tabagiques sont morts. La réalité des chiffres est beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer. Chaque jour, c'est près de 14 000 personnes qui décèdent directement ou indirectement du tabac. C'est l'équivalent d'un cimetière tous les jours. C'est l'équivalent chaque jour de la population de la ville de Mékhé qui est rayée de la carte de la terre. C'est l'équivalent tous les jours de 28 crashs d'un Boeing 747. 500 passagers dans chaque Boeing. Le Diola. Nous gardons encore dans nos mémoires la trace de 2000 morts jeunes. Toute une génération. Le tabac, c'est l'équivalent de 7 fois le Diola tous les jours. Mais alors, qui c'est le tabac? Le tabac, c'est une drogue. C'est une drogue très dure. Ce monsieur avait une maladie des artères et il fumait. Ses artères étaient bouchées par le tabac. On a dû l'amputer des 4 membres, tenez-vous bien. Il a demandé à un de ses amis de lui faire monter un dispositif pour qu'il puisse continuer encore à fumer. Si ça, ce n'est pas une drogue, je ne sais pas ce que c'est qu'une drogue. C'est une drogue dure. Et c'est une drogue, je dirais même, très dure. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le tabac tuera la moitié de ses usagers. Il y a 1,3 milliard de fumeurs actuellement. La moitié de ces personnes mourront de leur tabagisme. Donc, dans le courant du siècle à venir, nous attendons 1 milliard de morts. Mais alors, regardez cette plaque. Dans le passé, si vous vous rendiez compte, les morts du tabac, dans le siècle passé, 30% de ces morts étaient dans les pays à revenus pauvres ou intermédiaires. 70% dans les pays à revenus élevés. Dans le 21e siècle, ce sera l'inverse qui va se passer. 30% dans les pays à revenus élevés et 70% dans nos pays. Alors, nous ne pouvons pas continuer à accepter une telle situation comme une fatalité. Si encore mourir du tabac était quelque chose de simple, mais mourir du tabac se fait toujours dans la douleur. Imaginez un homme qui présente un emphysème. Il a l'impression d'être noyé en permanence. Imaginez un individu se retrouver dans une sensation de noyade en permanence pendant des années. Et vous comprendrez toute la douleur du tabagique qui en meurt. Mais pourquoi toutes ces morts et toutes ces souffrances? Pour de l'argent. Pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Chaque année, l'industrie du tabac
reçoit 610 milliards de dollars, rien que pour la cigarette, 20 milliards pour les cigares et autant pour les autres produits du tabac. Les profits sont mirobolants. Les 5 ou 6 premières compagnies à elles seules réalisent des bénéfices de 346 milliards de dollars et des profits nets après taxes et distribution des dividendes de 35 milliards de dollars. Si nous essayons de les comparer à ce qui serait passé au Sénégal, les bénéfices annuels du tabac représenteraient 69 ans de budget du Sénégal. 69 ans de budget du Sénégal. Rien que les profits annuels représenteraient 7 fois le budget du Sénégal. Les compagnies, on l'a dit, se replient en Afrique. Ces images l'illustrent de façon très claire. Mais pourquoi est-ce que ces compagnies se replient en Afrique? La consommation diminuant dans les pays à revenus élevés, l'industrie se tourne progressivement vers les pays à revenus moyens et faibles, particulièrement en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, etc. Et pourquoi? Les profits sur une cigarette en Uruguay reviennent pour moins de 30%, mettons 25%, aux distributeurs, aux détaillants et aux fabricants. Le reste des profits revient à l'État. Regardez la situation dans nos pays africains. Au Nigeria, 75% des profits reviennent aux fabricants et il n'y a que 25% qui revient à l'État. Pourquoi accepter une telle situation? Et vous comprendrez donc pourquoi l'industrie du tabac préfère se déployer dans les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires. Pendant longtemps, nous avons eu du mal à convaincre les décideurs. Mais ce tableau, si besoin est, permet de comprendre la situation. En 2004, nous avons travaillé sur l'économie du tabac au Sénégal. Le marché du tabac au Sénégal produisait 50 milliards de chiffre d'affaires. Mais qui payait cet argent? C'est les fumeurs. C'était donc le contribuable. L'industrie du tabac organise la contrebande. Je pèse mes mots. Si vous avez envie d'acheter un paquet de cigarettes, qui peut vous le vendre? Le boutiquier. Si vous avez envie d'acheter une cartouche de cigarettes, qui peut vous la vendre? Le distributeur. Mais si vous voulez faire de la contrebande et acheter un conteneur ou 2 ou plus de tabac, qui peut vous vendre un conteneur? C'est l'industrie du tabac qui vend des conteneurs de tabac aux contrebandiers et qui sait. Et pourquoi l'industrie du tabac n'accepte-t-elle pas que l'on puisse tracer ces cigarettes pour savoir d'où viennent les cigarettes de contrebande? Elle refuse la traçabilité. Mais qui paye? C'est encore le contribuable. L'industrie du tabac reverse à l'État du Sénégal 22 milliards en droits et taxes diverses. C'est important comme chiffre. Mais d'où vient cet argent? Cet argent vient encore de la poche des contribuables. Et bien sûr, le reste repart dans les comptes de l'industrie du tabac et c'est de l'argent qui sort. Vous comprendrez pourquoi nous disons que ça augmente la dette publique. Ça augmente le déficit de notre balance commerciale. Mais quand l'industrie du tabac laisse des produits du tabac et qu'elles entraînent des maladies et des décès, ça a un coût. Et qui paye, encore une fois, le contribuable sénégalais. Dites-moi sur cette liste, qu'est-ce qui a été payé par l'industrie? Tout a été payé par le contribuable sénégalais. Alors, un monsieur, Christophe Colomb, rencontre l'impératrice d'Espagne et lui propose de battre les Portugais dans l'approvisionnement en épices. Christophe Colomb, plutôt que de suivre les courants marins,
qui l'aurait amené au sud de l'océan Atlantique puis vers les Indes, se disant que la terre était ronde, va tout droit de l'Espagne pour joindre les Indes. Et il tombe au petit matin aux Bahamas, à San Salvador. Les populations qu'il rencontre, il les qualifie d'indiennes. Ces populations lui offrent le calumet de la paix. Et c'est ce jour-là que deux marins, Jerez et Torres, ont fumé le calumet de la paix, ont refumé encore une fois dans la journée, ont refumé plusieurs fois et ont ramené les feuilles de tabac dans la cour des rois d'Espagne. Dans la cour des rois d'Espagne, ce jour-là, et ces jours-là, les bourgeois, les aristocrates s'y sont essayés. Et au bout de quelque temps, tout cela était atteint par une addiction. Les mêmes choses produisant les mêmes effets. Le tabac a été disséminé de par le monde. Parce que des commerçants, parce que des navigateurs avaient compris qu'ils tenaient là un produit puissant. Mais quand ils sont arrivés en Afrique, les feuilles de tabac avaient été échangées contre de l'or, de l'ivoire, mais quand il n'y avait plus d'ivoire ou d'or, et c'est comme ça que l'esclavage est entré dans le commerce du tabac. Cela tombait bien, parce que les esclaves étaient une main-d'œuvre gratuite, et les Indiens Arawaks refusaient de cultiver du tabac pour le colonisateur. Alors c'est ainsi que transportés, revendus et utilisés dans les plantations, les populations esclaves transplantées aux Amériques ont produit des quantités importantes de tabac qui ont enrichi des compagnies entières de lutte contre le tabac. Je serais triste de croire que l'histoire de l'Afrique nous poussera à nous améliorer dans le seul constat du martyre de nos morts. Il est grand temps que les fils du continent prennent entre leurs mains périssables les destinées du continent pour, sans état d'âme, comprendre, légiférer, planifier, évaluer et évoluer. Alors c'est ainsi que notre panel était constitué de 16 experts sélectionnés sans coterie partisane, aucune. Aucun d'entre nous n'a présenté un conflit d'intérêt quelconque avec l'industrie du tabac ou une activité à but lucratif. La première question qui était sortie, parce que tout ce qu'il fallait dire pendant le travail de la commission devait être documenté par des recherches scientifiques prouvées. Donc, on était dans une épidémie émergente. Mais cette épidémie, nous n'étions pas les premiers à y être entrés. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Au tout début, il y avait un faible pourcentage de fumeurs. Donc, un faible pourcentage également de décès causés par le tabac. Et au fil des ans, le taux des fumeurs a augmenté. Avec un différé de 25 ans, les maladies et les décès sont apparus. Les États-Unis ont pris des mesures courageuses. Et cela a permis de contribuer à faire baisser le nombre de fumeurs. 25 ans plus tard, le nombre de décès masculins a suivi la même direction. Donc ce continuum qui s'est passé sur 100 ans chez les hommes a été également observé chez les femmes, où on s'est rendu compte que le taux a augmenté et a commencé à baisser. Malheureusement, dans ces pays, on n'a pas encore eu la chance
de noter chez les femmes la diminution de la courbe des méfaits du tabac. Nous avons la chance. Nous sommes au début de l'épidémie. Nous sommes ici. Étant donné que nous sommes là-bas, cela veut dire que rien n'est encore perdu. Cela veut dire que tout est encore possible. Si tout est possible, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la première chose à faire, c'est la gouvernance. Si nous devions nous battre contre le paludisme, le moustique étant la cause du paludisme, vous croyez que si vous invitez le moustique à la table des experts en lui demandant comment faire pour arrêter le paludisme sera arrêté? Mais jamais. De la même façon, nous ne pouvons pas inviter l'industrie du tabac dans la définition de nos politiques de santé. Et il est clair que pour parer les stratégies de prévention et de maîtrise du tabac, l'industrie du tabac essaie de prendre une part active. Mais nous devons forcément et obligatoirement nous battre pour que la lutte anti-tabac réussisse. L'Union africaine et les pouvoirs publics africains devront comprendre, éviter et déjouer la gamme des tactiques utilisées par l'industrie du tabac. Et lors du panel, nous avons eu énormément d'évidences qui montraient de façon très claire que c'est l'industrie du tabac qui a, en 1981, après que le Sénégal ait fait une loi très courageuse, réussi par petites touches successives à diminuer les effets de cette législation pour aboutir en 1986 à une loi pratiquement inefficiente. Donc la première mesure, c'est la gouvernance. Le Sénégal l'a fait. Et le Sénégal, dans son projet de loi actuel, a mis un point sur lequel le Sénégal s'interdit de laisser l'industrie du tabac s'ingérer dans la définition de ses politiques de santé. Il est clair que dans la définition des priorités pour les différents gouvernements, il y a des problèmes de priorités concurrentes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la charge liée aux maladies transmissibles est réglée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais le problème demeure en partie. Mais on assiste à une transition épidémique, c'est-à-dire que les maladies non transmissibles commencent à apparaître. Alors, du coup, on s'aperçoit quand même que des efforts énormes ont été faits pour faire baisser la mortalité maternelle, la mortalité infantile. Celle qui est assise à cette table et qui a participé dans la gouvernance sanitaire mondiale à la lutte contre le VIH et la malaria peut nous dire tous les progrès importants qui ont été réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida et la malaria. Mais il faut que nos États apprennent à mesurer l'épidémie du tabac. Nous l'avons fait pour les enfants, c'était le GYTS. Nous sommes en train de le faire au Sénégal pour les adultes, c'est le GATS. Nous irons plus loin, j'en suis sûr et certain, avec le STEP, qui sont autant de systèmes de mesure et de monitoring de maladies liées au tabac. Il y a des évidences précises qui montrent que l'industrie du tabac est en train de cibler les jeunes et surtout les femmes. Il y a donc une importance capitale à contrer l'industrie du tabac sur ce point-là, en interdisant la publicité, la promotion et les parrainages. Et le texte de loi du Sénégal l'a fait. Et donc c'est extrêmement important. Les adolescents, les adultes et les jeunes ont besoin de savoir. Donc il est extrêmement important que sur les emballages des produits du tabac, qui figurent non pas sous la forme de petites inscriptions minuscules, mais en gros caractères, non pas seulement sous la forme de texte, mais sous forme d'images et en couleur. Le Sénégal a eu une position très courageuse.
c'est de faire figurer ces avertissements sanitaires sur 70% des deux faces des emballages du tabac. Personne ne l'a encore fait en Afrique. Personne. Le tabagisme agit sur le développement. Donc il est extrêmement important que les questions de lutte contre le tabagisme soient inscrites dans nos agendas de développement. Et il y a des évidences très précises pour le prouver. L'une des commissions dans lesquelles j'ai le plus travaillé, c'était celle qui devait parler de la prévention et de réduction des effets sanitaires. Il est clair qu'il faut réduire la demande par la taxation, protéger contre l'exposition au tabagisme des autres, interdire la publicité et améliorer le conditionnement et l'étiquetage, bien sûr, sensibiliser le public, ce sont des mesures connues. La production de la feuille du tabac a des conséquences néfastes. Et on fait travailler dans les plantations du tabac des enfants qui, au contact des feuilles, développent une maladie qu'on appelle la maladie du tabac vert. Il est extrêmement important d'interdire que des enfants puissent être utilisés dans la culture du tabac. Alors, nous allons prendre quelques mesures phares et des recommandations qui ont été faites. Lutter contre l'ingérence de l'industrie du tabac, nous l'avons dit. On ne peut le faire que par des mesures réglementaires ou des lois. Cette disposition figure dans la loi du Sénégal. 90% de ceux qui fument ont commencé à fumer à l'âge du secondaire. S'il y a bien un endroit où il faut agir, c'est là. Et le meilleur moyen pour réduire le tabagisme des jeunes et des sujets démunis, c'est d'augmenter le prix. Tant que le paquet coûtera 200 francs, ils pourront l'acheter. Tant qu'ils pourront l'acheter en détail, ils pourront fumer. Mais le jour où le paquet coûtera 2000 francs ou plus, les jeunes et les pauvres hésiteraient à le faire. Il faut restructurer l'imposition. Au Sénégal, nous ne faisons, et dans nos pays africains, que d'une taxation ad valorem. Il faut introduire de la taxation spécifique. Il faut que la taxation suive régulièrement le coût de la vie, si nous voulons que cela marche. Et ces dispositions sont prévues dans la loi. Mais nous faisons face à quelque chose. Des dispositions réglementaires communautaires qui plafonnent la taxation à 45%, ça doit se lever. Cette taxation doit suivre le coût de la vie. Augmenter les taxes, augmente les recettes, prévient et diminue le tabagisme des jeunes, diminue les risques de décès et de maladies et d'handicap. Et c'est clair. Tous les pays qui l'ont fait l'ont constaté. Le Brésil l'a fait. Le Brésil a augmenté les taxes et vous le voyez, les recettes fiscales ont augmenté de façon très nette. Le Mexique l'a fait. Et vous voyez toujours la même forme de la courbe. On augmente les recettes et on diminue les maladies. D'autres pays l'ont fait. L'Afrique du Sud. Cela a donné exactement les mêmes résultats. Les États-Unis. Exactement les mêmes résultats. Et cela a été modélisé. Les prix et les ventes évoluent en miroir. Si vous laissez stagner les prix, bien sûr que les ventes vont stagner. Si vous diminuez les prix, les ventes augmentent. Les prix stagnent, les ventes stagnent. Vous augmentez de façon très drastique les prix, les ventes diminuent de façon très drastique. Ce modèle a été éprouvé depuis les années 1950. Et c'est pourquoi vous comprendrez que l'OMS en a fait le thème de cette année, avec
cette image qui est très précise. Vous augmentez les taxes sur le tabac, vous diminuez le nombre de décès et de maladies. Pourquoi? Mais alors, pourquoi les autres pays africains ne font pas la même chose? Je veux que cette phrase reste dans nos esprits. Pourquoi les pays africains ne font-ils pas la même chose? Si nous prenons l'exemple du Sénégal, le système de taxation du Sénégal, vous le verrez, la base taxable, c'est le prix du produit fini qui sort de l'usine. Et c'est sur cette base que nous exerçons une taxation. Cela veut dire que si l'industrie du tabac dit que son prix de revient est trop bas, la taxation sera basse et le prix du tabac restera bas. Bien sûr, nous appliquons une taxe ad valorem, 40-45%, et d'ailleurs du fait, il faut enlever cigarette économique ou cigarette premium, elles tuent tous de la même façon. Et on y rajoute de la TVA. Voilà la base de taxation des cigarettes fabriquées localement. Je vais vous faire remarquer une chose. Le tabac qui entre donc dans la composition des cigarettes fabriquées sur place n'est pas taxé. Et je crois qu'il y a un député, il y a plus d'1 an, qui avait posé le problème. Et si nous prenons les cigarettes importées, la base taxable, cette fois-ci, c'est le prix CAF, qui comprend effectivement le prix du tabac lui-même. Et vous y rajouterez des droits de douane, 20%, vous y rajouterez bien sûr des taxes, une surtaxe à l'importation, vous y rajouterez une redevance statistique, vous y rajouterez des taxes communautaires, vous y rajouterez la taxe ad valorem, telle que nous la pratiquons, et enfin la TVA. Et finalement, il est plus avantageux de fermer l'usine et d'importer les cigarettes. Ça rapporte plus au Sénégal. Ça coûtera 512 emplois. Donc les menaces de l'industrie du tabac de fermer l'usine ne posent aucun problème à l'économie du Sénégal. Ça, c'est une fausse bonne idée. Zone fumeur, zone non fumeur. C'est comme si vous aviez une piscine, vous tracez un trait en disant ici on peut uriner et là on ne le ferait pas. Il est important de protéger les non-fumeurs. Le tabagisme passif tue 600 000 personnes chaque année. Mais à titre de comparaison, le paludisme tue 600 000 personnes chaque année. La mortalité maternelle est la moitié des morts du tabagisme passif. Le cancer du col pour lequel nous nous battons autant tue 2 fois moins que le tabagisme passif. Donc le tabagisme passif est un problème de santé publique. Tous les lieux publics doivent être 100% non-fumeurs. Au Sénégal, nous avons fait une très grande avancée. Il reste quelques lieux pour les fumeurs avec des conditions tellement drastiques qu'on ne peut pas les appliquer au Sénégal. Mais nous avons eu une position très courageuse au Sénégal, c'est de créer des villes sans tabac. Interdire la publicité, la promotion et le parrainage, le Sénégal l'a fait. Des informations sanitaires sur le paquet, le Sénégal est en avance sur beaucoup de pays. L'industrie du tabac se battra toujours pour dire qu'il ne faut pas interdire le tabagisme en public. Bien sûr qu'interdire le tabagisme en public réduirait de 11 à 15%. Ils l'ont écrit dans un de leurs textes de Philip Morris. Et ils disent des restrictions moins fortes sur les lieux de travail, telles que l'autorisation de fumer uniquement dans des zones désignées, ont un impact beaucoup plus faible sur le taux d'arrêt et très peu d'effet sur la consommation. C'est Philip Morris qui écrit ça. Sensibiliser les jeunes, des solutions de remplacement économique aux cultivateurs. C'est réel. Les quelques cultivateurs, c'est 700 agriculteurs casamancés. Mais en fait,
ces 700 personnes dans les familles d'agriculteurs gagneraient plus à cultiver du bambou, comme ils l'ont fait au Kenya et en Ouganda, que de se lancer, ou de continuer à se lancer dans la production de 40 tonnes de tabac par an. 40 tonnes de tabac. Mesdames et messieurs, vivre sa vie, c'est d'abord en rêver. Si vous pensez un seul instant que l'homme qui est là devant vous vous propose une solution pour réduire la mortalité, réduire le déficit public, réduire la dette publique, améliorer la qualité de vie, réduire le chômage, protéger l'environnement et réduire. Ce rapport nous dicte deux choses. D'appliquer cette loi et d'en compléter les dispositions. Mais surtout, de rechercher des financements innovants pour couvrir notre couverture maladie universelle. Je vais partager avec vous cette diapositive qui me paraît extrêmement importante et intéressante. Si nous rajoutions 1 franc par gramme de tabac sur le paquet, cela ne ferait que 20 francs d'ajouter sur chaque paquet de cigarettes. Ça produirait au Sénégal des revenus additionnels de 6,5 milliards. Si nous faisions 3 grammes, ça rajouterait 60 francs au paquet de tabac et ça donnerait 19,5 milliards. Si nous le faisons, je crois qu'il y a de quoi assurer le financement de la couverture maladie universelle. Faisons la même chose pour l'alcool, ne boudons donc point notre plaisir. Faisons la même chose pour les boissons sucrées. Faisons la même chose pour les aliments salés. Faisons la même chose pour les aliments gras. Nous trouverions là toutes les sources de financement innovants pour les questions de santé. Si vous pensez qu'en 1991, j'ai pris de mes propres deniers pour m'inscrire à un diplôme de tabacologie, pour revenir au Sénégal, créer une association et embarquer dans cette association 22 associations, les parlementaires et le gouvernement de ce pays. Si vous pensez que nous l'avons fait pour des raisons personnelles, oubliez tout ce que je viens de dire et que Dieu garde les enfants de ce peuple. Mais si vous pensez un seul instant que tant qu'on continuera à rêver ensemble, ce ne sera guère qu'un rêve, alors rêvons. Mais si par contre vous pensez que quand on commencera à rêver ensemble, ce sera un début de réalité, je vous invite à venir rêver avec nous pour que ce soit un début de réalité. Je vous remercie.